Sur ce, je passe la parole au docteur Benmehoub, qui est gynéco au niveau du centre Alger, Tiziri, pour nous parler justement de l'importance... Hayat, pardon. Pour nous parler un peu du transfert. Donc, pour nous parler un peu de transfert de cet embryon, est-ce que dans les cycles stimulés, faut-il provoquer cette ovulation ou laisser l'ovulation se faire toute seule pour avoir justement ce jour J où il faut transférer cet embryon dans le meilleur timing possible? À vous. Honorable assistance, je vous souhaite la bienvenue à nos 4e journées de fertilité de Gherdaya. Mon topo d'aujourd'hui s'intéresse au transfert d'embryons congelés en cycle de stimulé. Déclenchement versus ovulation spontanée en cycle stimulé, est-ce un enjeu clé en tech? Bien sûr, dans le monde, on a on constate une augmentation des cycles de tech estimés entre 25 et 38%. Ce pourcentage aura tendance à s'accroître dans le futur et pour devenir peut-être la moitié de notre activité en PMA. Pourquoi cela? Eh bien, nous sommes devant une généralisation du frisol, devant le moindre risque d'hyperstimulation, mais aussi devant le moindre risque d'échec d'implantation. Autre cause, il y a, avec la venue de la vitrification, un taux de survie embryonnaire meilleur qu'avec la congélation, ce qui permet l'exploitation de tous les embryons surnuméraires issus d'une même ponction. Il y a aussi une tendance croissante aux tests génétiques préimplantatoires, en particulier le PGT-A. Y a-t-il un protocole idéal pour le transfert? Classiquement, les deux protocoles principaux, c'est le protocole hormonal substitutif et le protocole ovulatoire, qu'il soit naturel ou induit. En termes de grossesse, la plupart des méta-analyses ne montrent pas de différence en ce qui concerne les taux de grossesse pour les deux protocoles, quoique les dernières analyses montrent une légère supériorité du cycle ovulatoire par rapport au traitement hormonal substitutif. Par contre, en ce qui concerne les accidents obstétricaux, pratiquement la plupart des analyses sont unanimes et montrent un taux de toxémie gravidique, de diabète gestationnel, de macrosomie et d'hémorragie du postpartum beaucoup plus important dans le cycle substitutif. Donc, à choisir entre un protocole commode et un protocole sécurisant, nous avons choisi pour nos patientes plutôt un protocole sécurisant, et cela depuis janvier 2021. Certes, le protocole THS garde quelques indications. Donc, notre étude, c'est une étude rétrospective monocentrique entre janvier 2021 et mars 2025. On a étudié 301 cycles de TEC en protocole stimulé. L'objectif premier de notre étude, c'était comparer le taux de grossesse sur un cycle stimulé entre une ovulation spontanée et une ovulation déclenchée. Autre objectif de notre étude, c'était toujours sur l'issue de grossesse, comparer l'effet de la supplémentation en progestérone et l'effet du déclenchement de l'ovulation alors que la LH s'élève. Notre protocole stimulé, c'est le protocole que tout le monde connaît, J2 du cycle, échographie, bilan hormonal LH, E2, progestérone, et on commence notre stimulation FSH recombinante. Après 9 jours jusqu'à 10 jours de stim, on reconvoque la patiente. Une échographie est faite pour s'assurer qu'il y a un follicule dominant, pour apprécier l'épaisseur de l'endomètre, et bien sûr, un bilan hormonal est fait
LH et de progestérone. Selon le résultat du contrôle, devant un pic franc de LH, le J0 est fixé au lendemain du pic LH. C'est le groupe ovulation spontanée, et dans notre étude, c'était 172 cycles, Natural Cycle Through. Lorsque la LH est encore basse, avec un follicule dominant, le J0 est fixé au surlendemain de l'injection ACG. C'est le groupe ovulation déclenchée. Et nous avons eu 129 cycles, soit le cycle Natural Cycle Modified. Par contre, au cours du contrôle, un troisième groupe s'est imposé à nous, les patientes qui avaient déjà ovulé lors du premier contrôle, avec une progestérone au-delà de 3,5. Le J0 est alors fixé à la veille et les patientes ont été comptabilisées parmi le groupe ovulation spontanée. Ce tableau compare les différents paramètres de notre étude par rapport à la ponction ovocytaire. On constate que ce soit l'âge de la ponction, l'âge du TEC, le taux d'AMH, les doses de la stimulation, la durée de la stimulation ovarienne et le taux de E2 lors du déclenchement étaient presque similaires, ce qui renforce notre étude qui compare deux groupes homogènes. Autre tableau, ça c'est un tableau qui compare les paramètres d'étude uniquement du TEC, les différents paramètres de l'étude dans le groupe déclenché et le groupe ovulation spontanée. On ne constate pas de différence entre les différents paramètres, sauf pour l'HC normal, étant donné qu'il y a un cycle spontané, un cycle déclenché, c'est logique. Mais en particulier, on a constaté une différence entre la progestérone, le J-control, et la progestérone, le JOTEC. Dans le groupe déclenché, la progestérone moyenne le jour du contrôle est à 0,7 et dans le groupe spontané, la progestérone moyenne est à 2,01. Pour le jour du TEC, on constate que la progestérone dans le groupe déclenché est à 23,4. Elle est à 23,4 dans le groupe déclenché, alors qu'elle est presque du double par rapport au cycle spontané qui est à 16,49. Est-ce que le fait qu'on ait retrouvé une différence du taux de progestérone entre les deux groupes, est-ce que cela a influencé le taux de grossesse? Eh bien, quand nous avons comparé selon notre progestérone, on a repris nos moyennes, à savoir donc 16,4 lorsqu'il était spontané, 23,4 lorsqu'il était déclenché, et on a pris un intervalle entre les deux. Eh bien, que ce soit pour les bêta-HCG, que ce soit pour les grossesses cliniques et les naissances vivantes, on n'avait pas vraiment retrouvé de différence. Et cela, quel que soit le taux de progestérone. Ensuite, on a comparé, ce qui était le premier objectif de notre étude, le taux de grossesse entre le cycle, le cycle ovulatoire vrai, le cycle natural true, et le cycle naturel modifié. Eh bien, en termes de grossesse, on n'a pas retrouvé réellement de différence entre les groupes. Pour le bêta-HCG, il était aux alentours de 31 pour le déclenché, 27 pour le spontané. Idem pour les grossesses et les taux de naissance. Il était de 24,3 et 23,8, franchement, pratiquement similaires. Ces taux de naissance vivante rejoignent tout de même les autres études rétrospectives et randomisées que j'ai retrouvées dans la littérature. Ce tableau compare différentes études
Nous avons plusieurs études. La plus récente, c'est celle de Ramiselvich en 2025. Voilà, qui retrouve pratiquement les mêmes taux de grossesse, live birth et clinic birth, entre les deux groupes. Idem pour la majorité des études. C'est-à-dire que le taux de grossesse est toujours aux alentours de 30-31% pour les deux groupes. Donc, le taux de grossesse clinique sont similaires et les taux de naissance vivante sont similaires. Autre paramètre d'étude, deuxième volet de notre étude, c'est effet de la supplémentation en progestérone sur le taux de grossesse. Dans le groupe supplémenté, et dans le groupe non supplémenté, dans le groupe supplémenté, la progestérone est débutée au J1 supposé. Dans le groupe non supplémenté, la progestérone est débutée le jour du TEC. Dans l'étude, on ne retrouve pas de différence entre les deux groupes, que ce soit pour le cycle naturel ou que ce soit pour le cycle modifié, que ce soit pour les taux de bêta-HCG ou que ce soit pour les taux de naissance vivante. C'est ce qu'on retrouve sur les différentes études. La plus intéressante que j'ai retrouvée, c'est la méta-analyse de Jiang. C'est une méta-analyse de 2023, incluant uniquement des RCT et portant sur 1116 cycles. Jiang conclut que, quelle que soit la supplémentation en progestérone, il était associé à une légère augmentation du taux de naissance dans le cycle naturel spontané. Par contre, dans le groupe cycle naturel modifié, qu'elle soit supplémentée ou pas, il n'y avait pas de différence entre le taux de grossesse de bêta-HCG et le taux de naissance vivante. Hypothèse évoquée, c'est que l'HCG renforcerait l'activité du corps jeune dans le cycle modifié. Troisième volet de notre étude, c'est de comparer l'effet du déclenchement alors que la LH était élevée sur le taux de grossesse. En pratique, nous sommes toujours confrontés le jour du contrôle à des élévations de la LH sans que ce soit de véritables pics. Donc, on reste perplexe. Peut-on alors déclencher et transférer sans compromettre l'issue de grossesse? Eh bien, pour certains auteurs, ce serait délétère. L'ovulation étant imminente, il a toute une cascade de phénomènes biochimiques et moléculaires qui peut être entravée par ce deuxième déclenchement, venant décaler la fenêtre d'implantation et nous donner un asynchronisme entre l'embryon et l'endomètre. Par contre, pour d'autres auteurs, bien au contraire, ça serait bénéfique, étant donné que ce deuxième déclenchement renforcerait l'activité stéroïdogène du corps jeune. D'autre part, quand on est devant un pré-pic de LH, quel est vraiment le véritable seuil, la véritable définition de ce pic de LH? On a toujours eu des patientes OPK qui avaient des LH augmentés sans que ce soit de véritables pré-pics. Donc, en général, plusieurs auteurs prennent une LH supérieure à 13, une LH supérieure à 15 ou encore une LH 2 fois supérieure à la LH de base, soit donc la LH du J2. Il y a dans ce sens une jolie méta-analyse de Herden en 2022 qui définit le pré-pic de LH.
Alors, pour Erden, le pré-pic de LH et même le pic de LH peut se situer entre 1,8 fois jusqu'à 6 fois la LH de base. Donc, on a essayé de voir notre pré-pic dans notre étude uniquement dans les cycles naturels modifiés. Et là, on a déterminé le pré-pic dans notre étude à 2 fois la LH de base. Ensuite, on a vu nos bêta-HCG par rapport à ce pré-pic de LH. Lorsque ce pré-pic était inférieur à 2 fois la normale, nous avions des bêta-HCG à 35,7%. Lorsque ce LH était supérieur à 2 fois la LH de base, eh bien, nous avions un taux de bêta-HCG à 17,9%. Est-ce que cela peut nous refroidir par rapport au déclenchement? Eh bien, on ne peut rien dire étant donné que nous avons travaillé sur une cohorte petite, à savoir donc 129 cycles. Donc, en littérature, qu'est-ce que l'on retrouve? D'abord, on ne retrouve pas beaucoup d'études. Pour l'Itwika en 2018, devant une LH supérieure à 13, elle préconise d'emblée d'éviter le déclenchement parce qu'elle affecterait négativement le taux de grossesse clinique et le taux de live birth. Par contre, pour Bill Gorey en 2020, il ne retrouve pas de différence entre les naissances vivantes et même si la LH est supérieure à 15 ou 2 fois la norme. Par contre, ils apprécient le taux de progestérone à condition que le progestérone ne dépasse pas 1 nanogramme par millilitre. Ce qui confère à notre cycle naturel modifié une certaine flexibilité permettant la planification de nos TEC. Il y a une autre étude aussi qui est très pertinente, l'étude de Kahraman en 2022, elle est pertinente dans le sens où toutes les patientes ont été déclenchées, et cela quel que soit leur niveau de LH, avec une variation tout de même entre 14 et 40. Eh bien, pour Kahraman, il ne retrouve aucune différence quant au taux de grossesse clinique, de taux de bêta-HCG et de naissance vivante. En conclusion, en ce qui concerne les issues de grossesse, il n'y aurait pas de différence que l'ovulation soit spontanée ou déclenchée. Ce qu'on peut dire, c'est que le cycle naturel modifié tout de même présenterait une certaine flexibilité pour la planification des TEC, mais même pour les patientes, il y aura moins de contrôles hormonaux. En ce qui concerne la supplémentation en progestérone, on peut donc, étant donné qu'il n'y a pas de différence entre les deux cycles, supplémenter ou pas, mais on peut donc débuter notre supplémentation le jour du transfert, ce qui nous donnerait une idée sur le véritable activité du corps jeune, étant donné que la progestérone serait strictement endogène. En troisième lieu, le déclenchement avec une LH en élévation, très peu d'études, on ne peut même pas dire qu'il y a de la controverse, tant que le questionnement sur le sujet est récent. Ce que l'on peut dire en pratique, c'est que pour les personnes qui sont pour le tout physiologique, le déclenchement sera spontané. Pour les personnes qui sont plutôt interventionnistes, eh bien, le déclenchement garde toute sa place. Et je vous remercie.